J'ai l'honneur de vous présenter ce qui s'est passé pour le réseau de la RATP, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, le plan d'action, ce que la RATP engage comme action suite à ces événements-là. Je fais un bref rappel de la vulnérabilité de la RATP pour ceux qui ne le connaissent pas, bien qu'on communique déjà pas mal dessus. Voilà ce que représente le réseau de la RATP porté sur la cartographie de Paris Petite Couronne. Les zones inondables, et forcément si l'eau rentrait sur le réseau RATP, on a 140 km de tunnels qui sont directement inondables. Un temps de remise en état estimé à plus d'1 an et 3 milliards d'euros de dégâts estimés. 41 stations sont inondables par la voirie, mais au total, vu la propagation de l'eau dans les réseaux souterrains, on a 126 stations et 4 gares qui seraient impactées. Donc nous, en fait, la vulnérabilité va au-delà des zones inondables en voirie. Et donc voilà, au final, ce que vous auriez comme réseau de transport pendant plus d'1 an. Donc ça va peut-être être un peu compliqué. On va essayer de faire quelque chose pour vous aider. Voilà, donc on a plusieurs choses de prévues. Déjà, la RATP a un PCA. Alors nous, en interne, on appelle ça un plan de continuité d'activité. Mais en fait, ce PCA, on a extrait de ce PCA des éléments stratégiques qu'on a mis dans le PPCI qui nous était demandé de par le PPRI de Paris. Vous m'avez suivi ? Oui, je décoderai ça si tu me permets après ton intervention. 12 ans pour faire ça. Il y a 2 opérateurs aujourd'hui sur la région parisienne qui ont leur PPCI validé, donc c'est la RATP et Climespace. Je vous passe l'objet du PCA. Et puis donc ça organise la continuité d'activité à la RATP, donc comment chacun des services, chacun des départements va s'organiser quand il y aura une crue, que les personnels ne pourront plus venir, que certains attachements ne seront plus accessibles. Et puis surtout, on a un PPRI, donc le même acronyme que le PPRI de Paris, enfin que les documents d'urbanisme, sauf que nous, c'est un plan de protection contre le risque d'inondation. Donc notre PPRI, en fait, c'est notre plan de protection des entrées d'eau pour éviter que l'eau ne rentre sur le réseau RATP. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont prévues, je vais vous le détailler rapidement. La première des choses, c'est effectivement d'empêcher l'eau de rentrer sur le réseau, donc ça va être des protections contre les eaux de surface. Donc principalement, ça va être des protections maçonnées, comme vous avez pu le voir pendant Sequana, puisqu'on a fait une petite opération de communication là-dessus. Donc 80% des protections sont des protections maçonnées, mais on a également des protections par bâtardeau aluminium, des protections type aquabarrière. Au total, on a 421 points d'entrée d'eau en voirie à venir protéger, ce qui va mobiliser environ 800 agents. Donc on a l'avantage à la RATP d'avoir pas mal de personnel de maintenance qui sont sensibilisés, formés au-delà de leur métier courant sur ces aspects protection du réseau. Donc concrètement, on leur fournit une formation maçonnerie, parce qu'on a des gens qui ne sont pas forcément du métier de la maçonnerie. On a des marchés de mise à disposition de matériaux, de matériel auprès de prestataires. Et puis, on a investi depuis maintenant 2001 2,5 millions d'euros dans l'achat de matériel. Alors, ça va être les bétonnières, ça va être des groupes électrogènes, ça va être des pelles, des auges, des truelles. Enfin, je vous passe le détail des kits maçonnerie. Alors se protéger contre les eaux de surface c'est bien, mais c'est pas nécessaire et suffisant. Il faut aussi se protéger contre les eaux de la nappe phréatique. Donc j'y reviendrai un peu sur ce qu'on a vécu, mais pour s'en prémunir, nous la RATP, on a des pompes qui sont installées en fond de tunnel, en fond de bief, comme on appelle ça, des pompes de forte capacité, qui ont été configurées à l'issue de la crue de 1910, puisqu'on avait une partie du réseau qui existait. Et donc à l'époque, il avait été identifié en REX de cette crue de 1910 qu'il fallait renforcer les moyens de pompage des infiltrations dans les tunnels. Donc on a des pompes de forte capacité, 125 PEP qui sont identifiées comme sensibles. On a vérifié l'alimentation électrique auprès de RTE, puisqu'on est raccordé directement à RTE et non pas Enedis. Et puis on a une seule berce de premier secours inondation, c'est une berce de dénoyage. Donc là on voit pas bien, mais en fait c'est une cabine qu'on vient poser sur un semi-remorque avec un groupe électrogène qui est lié, donc qui vient suppléer la défaillance d'une pompe sur le réseau. Maintenant, je vais passer à la cinétique de la crue. Donc, je ne vais pas revenir exactement sur le SPC, nous a bien détaillé ce qui s'était passé. Pour nous, en fait, les premiers impacts que l'on a dû subir, c'est, comme pour le SPC forcément, on a subi de plein fouet les difficultés de prévision de ce service, comme on l'a vu, liées au caractère exceptionnel de l'événement. On a aussi forcément subi la défaillance des mesures à Austerlitz. Alors, a priori, nous, on avait plutôt 50 cm de plus à annoncer subitement le vendredi 3 juin. Ça nous a fortement impacté parce qu'on était juste à un effet de seuil où on décidait ou pas de lancer l'organisation de crise. Donc ça a mis un petit peu le bazar. Je vous passe vite fait le chronogramme de ce qui s'est passé. Nous, en fait, dès le lundi 30 mai, puisqu'on travaille vraiment en prévision de crue avec des états intermédiaires avant d'arriver jusqu'à la crise, on était passé en étape vérification. Donc là, à cet état-là, le lundi 30 mai,
En fait, la cellule PPRI s'est rassemblée, on a commencé à suivre plus précisément, on a laissé tomber ce qu'on faisait au quotidien pour focaliser un petit peu sur la crue qui avait l'air de se profiler. Mardi 31 mai, on a dû passer, ça doit être 4,30 m, un truc comme ça. On est passé à l'état d'alerte. Alors c'est un état d'alerte, c'est une posture purement RATPesque, ça ne concerne que nous. Et là, on a commencé à réaliser des mesures préventives de surveillance. C'est-à-dire qu'on a renforcé la maintenance, on a été voir si les pompes en fond de tunnel fonctionnaient correctement. On a fait une maintenance renforcée pour s'assurer que dans les prochains niveaux, tout ça allait bien fonctionner. Le mercredi 1er juin, on a commencé un petit peu à se rassembler. On est passé à une posture RATP de prémobilisation. Et là, on est passé, en fait, notre cellule PPRI s'est transformée en cellule de veille. Donc là, on a commencé à se rassembler dans ce qui serait potentiellement une future cellule de crise, mais sans le directeur de crise et sans les décisions sans la présidence, pour commencer à appeler nos copains de la SNCF, pour commencer à voir avec tous les autres opérateurs qui allait dégarer le premier, qui allait commencer à faire ses premières actions. On s'est mis en contact avec la zone de défense qui, si je ne me trompe pas, avait commencé déjà à se mobiliser à ce niveau-là. On a prévenu nos personnels que dans les jours qui allaient venir, on allait peut-être avoir besoin d'eux, donc il fallait peut-être qu'ils s'assurent un peu de leur disponibilité. Le jeudi 2 juin, on était toujours à l'état de prémobilisation, et vous le verrez un petit peu après, on a fermé des correspondances ligne 4 et B avec le RERC, parce que comme vous le savez bien, le RERC a subi des infiltrations qui ont occasionné la fermeture du RERC. Mais du coup, pour nous, pour les intercommunications, tout de suite, ça a un impact qu'on avait ciblé, mais qu'on ne pensait pas arriver si tôt. Le RERC a fermé plus tôt que ce qui était prévu. Ils étaient prévus de fermer à 6 mètres, ils ont fermé un peu plus tôt. Mais du coup, pour des conditions de sécurité ferroviaire, on ne pouvait plus assurer la sécurité des personnes, des usagers, en cas d'incendie. Et donc, du coup, ça nous a obligés à fermer la ligne 4 et la station Saint-Michel. Voilà. Le vendredi 3 juin, suite à l'annonce des 50 cm supérieurs, du coup, on s'est tout d'un coup retrouvé à l'état RATP crise, et puis avec la mise en place d'une cellule de crise, ouverture du PC comme de crise. Vous avez pu voir quelques tweets, quelques messages qui étaient dispensés sur les sites internet institutionnels de la RATP. Voilà, on a eu quelques fermetures de stations, je reviendrai un petit peu après. On a mobilisé nos agents RATP et nos fournisseurs pour le déploiement de nos plans. La décision du déclenchement de la mise en œuvre des protections a été reportée suite au plateau de crue qu'on nous annonçait, et comme on était juste à un seuil où on y va pas, on a laissé la décision à la présidence. C'est un peu le but d'une cellule de crise, de proposer aux dirigeants différentes postures. Voilà, s'il se passe ça, il faut qu'on lance ça. Si jamais ça reste sur un plateau, on peut s'en tirer, et puis dans ces cas-là, on lancerait les opérations pour rien. Il a été décidé le vendredi après-midi de rester en stand-by. On a juste amené les camions avec les matériaux, les bétonnières à pied d'œuvre. On n'a rien déclenché. Alors, sachant que pour nous, l'impact était fort, parce que si on montait les protections, on fermait par exemple le RER A, entre Nation et La Défense. Donc, il y a des impacts sur l'Île-de-France qui étaient tout de suite considérables. Il y a vraiment à se poser la question de ce qu'on allait engager. Donc, la décision s'est avérée judicieuse, heureusement, puisqu'on sait que très bien que derrière, le samedi, on a réellement eu cet étalement de la crue. Et donc, les camions ont été conservés pendant le week-end, et puis repliés le lundi, puisqu'on attaquait la décrue. Ce qu'on a subi, donc, principalement, c'est les fortes augmentations des infiltrations. Alors, je précise bien que c'était un événement qui était attendu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a subi, qu'on a découvert. On savait très bien, on subit des infiltrations au quotidien sur le réseau de la RATP. Nos postes d'épuisement en fond de bief relèvent ces eaux qui sont des relevages d'eau normaux, on va dire. Là, forcément, la nappe phréatique, l'assainissement de la nappe phréatique a suivi. Ça nous a occasionné des infiltrations supplémentaires. Nos postes d'épuisement ont fonctionné, notre alimentation électrique a fonctionné, donc on a été en mesure de les relever. Ça a généré des fermetures certaines fois sur certains endroits. C'était plus parce qu'on avait un petit peu trop d'eau qui coulait sur les quais, ou à un endroit ponctuel, on a eu de l'eau qui a coulé sur une armoire électrique qui a généré des baisses d'intensité. Voilà, là il y a eu des mesures conservatoires qui ont été prises, mais sinon tout ça rentrait dans le plan qui était planifié. Les impacts sur le réseau RATP, vous l'avez subi comme nous. Il y a eu des impacts sur la ligne 7, sur la ligne 10, 4 et 11. Vous avez le détail ici, je suppose que la présentation sera mise à disposition de tout le monde après. Et puis sur le RER, on a aussi eu à subir des chutes de caténaires du fait d'affouillements de terrain. Alors ça, c'est des choses forcément qui n'étaient pas prévues. Mais tout le but de la planification de crise, c'est écrémer les gros impacts que l'on peut voir, et puis pour pouvoir après gérer ces petits incidents non prévus. On a également subi des impacts sur les chantiers qui étaient ouverts. Alors, typiquement, sur le projet d'automatisation de la ligne 4, on avait une base vie qui était installée sur le quai de la Tournelle. Sur le quai de la Tournelle, l'eau a monté très rapidement.
Et la base vie, c'était prévu dans les procédures des chefs de projet, la base vie a dû être déménagée. Donc voilà, c'était quelque chose qui était prévu parce qu'on savait qu'on était sur une zone inondable et cette opération a été mise en œuvre. On a été également impacté sur un projet de prolongement de la ligne 14 au nord, sur l'enlèvement des blés qui ne pouvait plus se faire par les barges, mais qui a dû se faire par camion du fait de la fermeture de la navigation fluviale. Voilà, sur le réseau de surface, donc quand on appelle réseau de surface, c'est tout simplement le bus et les tramways. 37 lignes du réseau de surface qui ont été impactées. Alors pas sur Paris, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas eu beaucoup de débordements sur Paris, si ce n'est sur les quelques quais, mais surtout sur l'amont de la région parisienne, où on exploite aussi des lignes de bus. Voilà, sur le réseau banlieue, sur le réseau Paris, c'était très, très limité. On a quelques bus qui ont été réquisitionnés par la zone de défense pour participer à l'évacuation de certains quartiers sur Longjumeau et Viry-Châtillon. Voilà. Nous, c'est quelque chose que cette disponibilité que l'on offre également à la zone de défense. On leur propose également une volumétrie de bus réquisitionnables disponibles pour toutes ces opérations d'évacuation. Alors, les points positifs de cet événement, on s'est rendu compte que l'organisation qu'on avait prévue était robuste pour faire face à ce type d'événement. On n'a pas eu de soucis sur l'organisation. Peu d'impact sur l'exploitation pour le niveau de crue qui a été atteint. Je rappelle qu'on n'était que jusqu'à 6,10 mètres. Donc pour nous, ça a fonctionné et ça n'était pas débordant en voirie. Ça veut dire que les protections en voirie qu'on aurait dû monter n'ont pas été mises en pression, en charge. L'eau n'est pas venue contre les protections. Je pense que ce serait autre chose le jour où on aurait des débordements en voirie contre nos protections. On a également fait un suivi de l'absentéisme de nos agents pour tâcher de voir à ce niveau-là qu'est-ce que l'on commençait à subir. On s'est aperçu qu'il y avait peu d'absentéisme de la RATP, si ce n'est les grévistes, parce que je rappelle qu'il y avait quand même des mouvements sociaux à ce moment-là, qu'il a fallu également gérer pour assurer la disponibilité, enfin les ressources disponibles pour monter les protections. Et puis une bonne application et mobilisation des personnels. Alors, que ce soit les différents exercices qui ont été menés, je mets plutôt ça sur le compte du réseau de correspondants inondation qu'on a tout au sein de la RATP, qui fait que ce sujet-là reste toujours prégnant dans la gestion des risques au sein de la RATP. Pour les aspects techniques, la capacité la capacité maximale des moyens de pompage installés dans le tunnel n'a pas été atteinte. Donc si je peux rassurer les gens là-dessus, nos postes d'épuisement n'ont pas atteint leur capacité maximale. On avait encore de la réserve pour épuiser des eaux d'infiltration. Les infiltrations ont quand même été relativement limitées sur le réseau souterrain. On a mobilisé 80 agents sur les 800 au total qui devaient être mobilisés. Donc sur cette première phase, on a juste mobilisé 80 agents. Je rappelle, sur un triple événement, crue, grève, plus en plus un week-end. Je ne sais plus si je reviens après, ça a fait apparaître d'ailleurs des problèmes de continuité vis-à-vis de la législation du travail. Des gens qui ont travaillé toute la semaine, si on avait dû continuer à les mobiliser le week-end, on aurait peut-être été amené à demander des dérogations au droit du travail, parce que réglementairement, ces gens-là n'avaient plus le droit de travailler le week-end. On a mobilisé les prestataires du PPRI en dehors de la période contractuelle sans problème. Je rappelle qu'à la RATP, la période sensible de crue allait du 15 novembre au 30 avril. Donc on était typiquement complètement en dehors de la période classique de survenance de crue. Et les marchés qu'on a avec nos prestataires n'étaient plus effectifs. Ils s'arrêtaient au 30 avril. Donc nos prestataires avec qui on travaille depuis de nombreuses années avaient les stocks de matériel. Ils nous ont accepté de continuer à travailler avec nous. On s'est aperçu également que la sécurisation des systèmes informatiques était assurée. On n'a pas eu de soucis là-dessus. Sur la gestion opérationnelle, on a une gestion de crise qu'on a jugée, nous, sereine pour le niveau de crue atteint. Je pense que ça aurait peut-être été un peu plus push si on était monté un peu plus haut. Mais on a su gérer ça. L'organisation de crise a su se mettre en branle avec les bons conseils. La prise de décision était pertinente quant à la temporisation à la mise en œuvre des protections. La décision de la présidente s'est trouvée être judicieuse, puisqu'on a vu qu'on atteignait un plateau de crue juste après. On a une très bonne coordination à notre sens avec les tiers. Ça, je mettrai ça sur le compte des exercices qu'on a pu mener. Donc c'est Ecoana en particulier, et également ECOP 15, ECOP 15, je rappelle, c'est l'exercice crue des opérateurs parisiens qui a été mené en septembre 2015. Donc ça veut dire qu'en fait, on fait partie d'un espèce de réseau des opérateurs qui se connaissent bien. On connaît les procédures des uns et des autres, on sait qui appeler en cas de problème, et c'est quelque chose d'important savoir qui appeler. Alors il ne faut pas compter sur les mails, il ne faut pas compter sur les fax, on l'a déjà dit, mais savoir quel numéro de portable joindre pour répondre à une question que le directeur de crise peut avoir à un moment donné, c'est important. La communication externe était maîtrisée, on a pu voir quelques tweets, mais bon, ça, il y a des services qui sont très forts là-dessus. Alors on va faire notre mea culpa. Les points améliorés en externe, c'est la prévision de crue à évoquer avec le service de prévision des crues, et on s'en rencontrait avec M. Pascal il n'y a pas très longtemps. La coordination avec la SNCF a affiné
parce que les fermetures du RERC ou quelques autres lignes qui ont dû être renforcées du fait des fermetures du réseau SNCF, il y a eu des aspects communication qui étaient à affiner. En interne, ce qu'on a fait apparaître, c'est qu'il y avait certaines adaptations de procédures internes qu'il fallait engager. L'adaptabilité en fonction des cinétiques de crue, les sujets RH, j'en ai parlé. Voilà, donc il y a des procédures un petit peu à recaler. La crue en dehors de la période de crue habituelle, voilà, il a été acté dernièrement maintenant on allait passer la période sensible de crue du 1er novembre au 1er juin. Alors, on n'intègre pas les 2-3 juin, mais je pense que ça ira encore. Par contre, on s'aperçoit également qu'on a une méconnaissance complète du niveau des nappes phréatiques, on en a déjà parlé, mais on va appuyer là-dessus, et son évolution, les tendances à venir sur les fluctuations, le battement de la nappe phréatique. Nous, on va vraiment avoir besoin d'informations là-dessus. J'entends tout le monde parler de cette méconnaissance-là. Je sais qu'il y a des projets PAPI qui sont en cours. Si on pouvait lancer des actions peut-être plus ciblées, tout du moins, alors forcément pour notre école, à proximité des réseaux souterrains, sachant que nous, on a des piézomètres, on les connaît, par contre on les suit pas en temps réel. On peut mettre de la donnée, on peut donner la gestion de ces piézomètres à d'autres partenaires. Il y a des choses à engager, je pense, là-dessus. Il faut qu'on s'assure, nous, de la propreté des drains. Les drains, c'est tout simplement un conduit que l'on a en bas du tunnel qui permet de canaliser les zones d'infiltration et surtout de les ramener à la fosse des postes d'épuisement. Si jamais l'eau est bloquée avant d'arriver jusqu'à la fosse, on génère des enlèvements, l'eau qui déborde sur les appareils de voie, comme on appelle ça, et donc des fermetures de réseaux qui ne sont pas forcément prévues. C'est typiquement ce qui s'est prévu pour le RERC. C'était de l'eau qui n'arrivait pas à aller jusqu'à leur fosse d'épuisement qui a généré la fermeture du RERC un peu en avance de phase. La logistique associée aux protections prévues en phase 0. On se rend compte qu'en fait, tout simplement, la phase 0 de notre dispositif, qui est environ à 6,10 m, c'est quelque chose qu'on va peut-être subir forcément plus fréquemment que d'autres. Il faut qu'on s'assure et qu'on renforce cette phase-là. Il faut qu'on soit irréprochable sur les ouvrages que l'on doit venir protéger dans cette première phase. À la rigueur, quand on sera rendu à un niveau de crue 1910, si la RATP est défaillante, ce sera plus acceptable. Si on est défaillant sur les premiers niveaux de crue, ça, ce ne sera pas acceptable. Donc solution à court terme, on va rapprocher nos articles, plutôt qu'avoir une heure de délai de logistique, on va les rapprocher plus de la région parisienne, voire même des sites d'édification comme on l'a fait. Et solution à moyen terme, on va déployer la protection bâtardeau aluminium sur nos émergences en voirie. On a eu des lignes de budget qui viennent d'être débloquées. On a un plan d'investissement sur 10 ans qui va nous permettre de remplacer progressivement nos protections maçonnées par des protections bâtardeau aluminium. Je vous ai mis la photo de quelques sites qui sont équipés comme ça. Le gain de temps, le gain en logistique, le gain en manipulation est sans commune mesure avec les protections maçonnées, mais par contre ça a un coût, quoi. Ce qui n'a pas été testé pendant cette crue, c'est la gestion de crise longue. On a quand même eu une crue qui s'est passée, on va dire pour nous, du mercredi jusqu'au samedi. Après, c'était juste du suivi. On n'a pas pu tester donc la fatigue, la relève des personnels compétents, les personnes qui savaient comment déployer les procédures. Ça s'est relativement bien passé. On n'a pas été mobilisé pendant la nuit, par exemple. À 17h, on avait réussi à prendre nos positions pour passer la nuit. Les mesures de continuité d'activité interne, fermeture du siège, on n'a pas été jusque-là, mais on sait que dans des niveaux supérieurs, la maison de la RATP sera fermée, potentiellement inondable, avec 2000 agents et tous les services que cela comporte au siège de la RATP. Comment renvoyer ces services-là sur d'autres sites pour les activités à maintenir, les activités stratégiques? Ça, ce sont des choses qui nous restent encore à voir. On va travailler également sur un plan de transport un plan de transport surface, donc un plan de transport bus alternatif. Ça, on attend de la donnée de la part de la zone de défense. On leur en a déjà fait part. Tout simplement être capable de mettre des bus sur des circuits différents que de ceux qui sont prévus habituellement pour pouvoir assurer un minimum de transport des usagers, en évitant forcément les zones inondables. Alors pour ça, est-ce qu'il faut prévoir des voies de bus réservées aux services de secours et à certains bus, comme ce qui a été fait par exemple à Prague lors de la crue de 2002. Voilà, c'est des choses que nous on est capable de travailler. Il faut juste nous dire quelles sont les voiries qui seront exploitables à ce moment-là. L'impact des coupures d'alimentation à tarif jaune de la part d'Enedis, on a quelques sites quand même qui sont raccordés à des tarifs jaunes d'Enedis. Il faut qu'on continue à analyser les impacts que ça peut générer chez nous, surtout sur les sites tertiaires. Les sites tertiaires, on n'a pas vraiment focalisé dessus, on a plus focalisé sur l'exploitation. L'information des usagers en cas de perturbation sur le réseau. On est bien conscient que l'ensemble des usagers vont chercher à savoir quelles sont les alternatives qui leur sont offertes dans cette période trouble. Donc je pense qu'on va beaucoup communiquer sur le site internet
ratp.fr. Mais voilà, tout ça, il y a peut-être tout un plan de com déjà à approfondir. Et puis la reprise d'activité à la décrue, c'est le gros pavé. On est vraiment en train de travailler dessus actuellement à la demande de la zone de défense. Savoir qu'est-ce qu'il faut mener comme action les unes après les autres pour arriver à la remise en état et à la réouverture d'une ligne. Qui doit faire quoi, métier par métier, en quel temps, avec quel coût potentiel, pour avoir un temps de reprise d'activité optimal. J'ai presque fini. Ensuite, comme c'était un peu l'objectif des ateliers, quels sont les outils de gestion de crise que nous on a utilisés? Donc forcément Vigicru, de la DRIE, pardon. Crisorsec, ça a juste été évoqué, mais c'est quand même le point d'interface, le point qui permet d'échanger avec tous les autres opérateurs, avec la zone de défense. C'est quand même Crisorsec. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on utilise en salle de crise. En interne à la RATP, on est organisé avec une permanence générale pour la supervision opérationnelle de tous les incidents, une cellule de crise qui analyse et qui propose qui fait des propositions d'action à la direction générale, prises de décisions majeures qui sont prises par le COMEX de direction générale. Un logiciel de main courante interne, c'est important d'en avoir un. Ça nous a permis, par exemple, de faire un rétex très approfondi de ce qui s'est passé. Chaque action était notée, chaque événement, chaque information était notée sur une main courante. Et puis après, des procédures internes de protection, de continuité d'activité, les annuaires de crise. C'est très important, mais bon, ça se met à jour régulièrement, sinon on n'a jamais le bon numéro. Et puis surtout le téléphone, et puis le téléphone, quoi. Voilà pour la présentation. Je peux peut-être juste, je t'avais dit que je te décoderais à la fin la question de PPRI, PPCI. Il y a une spécificité tout à fait parisienne qui est que dans la servitude d'urbanisme qui est le PPRI, il y a une liste de tous les opérateurs de réseau, donc d'importance vitale, on va dire, tous en gros les délégataires de services publics qui ont l'obligation de réaliser, alors ce que tu as dit toi, PPCI, un plan de protection contre les inondations, et qui doit être porté à la connaissance du préfet de police. Mais là-dessus, si les services de l'État veulent préciser les choses, la parole peut leur être donnée. Mais c'est une spécificité parisienne. Moi, je n'ai pas exemple d'un autre PPRI, donc une servitude d'urbanisme, qui liste l'ensemble des opérateurs de réseau qui doivent apporter on va dire, un plan de protection de leurs infrastructures contre les inondations. Vous avez parlé que c'était téléphone, donc les portables, j'imagine. Et est-ce que vous avez une procédure pour vous assurer qu'il y a toujours une mise à jour des numéros et que vous avez toujours quelqu'un au bout du fil? C'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous pensez, puisque je pense qu'on est tous assez admiratifs de vos process, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être ensuite dupliquées et théorisées et ensuite appliquées pour d'autres qui n'auraient pas obligatoirement les compétences et les capacités de réfléchir à la mise en place d'une procédure de continuité d'activité? Alors là-dessus, je ne saurais pas trop vous répondre sur les échanges qu'on peut avoir avec des tiers. On est souvent sollicité, on participe à beaucoup de réunions où on explique effectivement notre dispositif. Par contre, me donner des copies de nos procédures internes, je ne l'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une volonté de garder un savoir, je ne pense pas. C'est plutôt une volonté de ne pas trop communiquer sur les dispositions internes qui peuvent être expliquées dedans, même s'il n'y a rien de très exceptionnel dedans. Voilà, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Maintenant, on peut se rencontrer, on peut vous réexpliquer ce que nous, on prévoit. L'organisation de crise qu'on a prévue, ça, c'est des choses, il n'y a pas de souci. Pour les aspects communication, ce qui est prévu dans nos procédures et ce qui fait partie d'une de mes activités, c'est de s'assurer d'avoir des annuaires de crise a priori à jour. Le but, c'est de faire au moins une mise à jour annuelle. Mais il y a un point qui est très important, c'est qu'au-delà des annuaires de crise, on se rend compte qu'avoir un réseau, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, tout simplement, mais d'échanger avec des gens, d'échanger des cartes de visite, ça permet d'ouvrir des portes très très facilement. Je l'ai vu pendant la crise, en salle de crise, on cherchait des numéros de téléphone de personnes, et dans le téléphone portable, c'était pas dans les annuaires de crise, on cherchait, je sais pas, je dis une bêtise, Monsieur Oreste de Paris, voilà, son numéro, il est là, et ça permet d'ouvrir des portes très facilement. Si j'ai pas les contacts, on peut les trouver. Voilà, c'est déborder un peu des annuaires de crise, c'est bien de l'avoir, mais se constituer un réseau me paraît très important. Après, je vais aller un petit peu au-delà de la question qui n'est pas encore venue. Si je parle de téléphone, il y a un moment donné, on sait très bien que le téléphone va tomber, risque de tomber. L'avantage que l'on a, nous, à la RATP, pour communiquer avec le terrain, c'est qu'on a le réseau Tetra, on a un réseau radio Tetra. Et donc ça a un gros avantage,
parce qu'on sait très bien qu'on pourra avoir des remontées terrain par ce réseau radio qui normalement ne devrait pas tomber, puisqu'on a vérifié l'alimentation électrique de toutes ces antennes relais. Est-ce que tu peux préciser un petit peu là le réseau Tetra, parce que Réseau Tetra, c'est tout simplement l'espèce de communication que vous avez pour les chauffeurs dans les bus, qui permet de communiquer directement avec la permanence technique, qui va au-delà du réseau téléphone. Limite, c'est du talkie-walkie, quoi, mais un peu sécurisé. Je crois que c'est le même système qu'utilisent les policiers, mais je pense qu'il y aura certainement d'autres compétences ici dans cette salle qui pourront me préciser ça. Mais, ok, voilà. mais sur un autre canal que Ouais. la police, j'imagine. Probablement. Aujourd'hui, là, pour la mise en œuvre de toutes les protections, pas forcément déployées, celles qui ont été réellement mises en œuvre, le déplacement de la base vie, ça nous a coûté environ un peu moins de 500 000 euros. Voilà, il y a eu 500 000 euros d'impact pour la RATP. Oui. Moi, c'était pour les exutoires de vos débits d'exor. Vous les avez vérifiés parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Ils fonctionnent jusqu'à quel niveau et quel est le débit évalué? Je ne vais pas faire plaisir à la SAP, j'ai vu Swat Amira tout à l'heure dans la salle, mais c'est très bien comment on fonctionne. C'est-à-dire que nous, quand on épuise, on remonte, on rejette dans les égouts, on force un clapet anti-retour et on rejette dans les égouts de la SAP. Voilà, et on referme le clapet. C'est plus chez nous, c'est chez les autres. Voilà. Je voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais bon. Voilà. D'autant plus que, alors, je fais juste une petite parenthèse. Vous avez parlé tout à l'heure de propagation de la nappe dans les sous-sols. Il se fait que notre propre siège, enfin les bâtiments dans lesquels on a nos bureaux, est en zone inondable, sinon ça serait pas drôle. Et on a 3 étages de sous-sol. Et le jeudi soir, quand on arrivait au Pic du Cru, on s'est quand même posé la question, au fait, les voitures sont garées au -3. Qu'est-ce qu'on fait des voitures, si on les évacue ou pas? Et quand on a pénétré après le SAS au niveau du -3, je vous garantis que ce n'était pas des eaux de nappe qui suintaient dans le -3, vu l'odeur qu'il y avait. Donc là, je ne veux pas faire renvoyer la patate chaude, mais il faudrait peut-être effectivement s'interroger pour savoir exactement quel type de rejet il y a eu dans les sous-sols, parce que pour le coup, ça n'était pas de l'eau claire. Bref, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Bouchy. Juste une petite question sur le réseau électrique. Vous n'avez pas eu apparemment de problème d'alimentation électrique. Vous aviez des alertes, vous aviez des relations avec ERDF sur le niveau. Est-ce que vous étiez proche? Est-ce que vous saviez si vous étiez proche d'un niveau qui nécessitait des coupures? Alors, on est au quotidien, surtout dans ces niveaux-là, on a ce qu'on appelle le PCEM, le PC alimentation électrique, qui est en lien direct avec Enedis et avec RTE, et qui, donc les salles de crise, en fait, les cellules de crise locales se mettent en relation toutes les deux pour la gestion des impacts vécus. Sachant que nous, en planification de crise, on avait rencontré Enedis et RTE et on avait vérifié comment on était alimenté. Et après, on a notre propre, on appelle ça une horloge d'alimentation électrique, des artères d'alimentation électrique. Dès que ça arrive de RTE, ça rentre sur notre réseau et après on gère. Et comme c'est notre réseau qui a priori est protégé des eaux, normalement ça circule bien. Sachant qu'il y a des artères qui permettent de contourner, si jamais il y a des postes de redressement qui tombent, on peut contourner ces zones inondées. Donc normalement, on ne devrait pas être trop mal, mais on s'aperçoit qu'on a quand même de temps en temps et de plus en plus des prolongements de lignes qui vont chercher une alimentation électrique directement sur un tarif jaune à proximité et qui ne prennent pas le soin d'aller rechercher une alimentation électrique interne sécurisée RATP. Voilà. Donc on se bat au quotidien contre ça. Non, un tarif jaune, c'est un tarif, c'est une tarification. J'aurais pu vous dire c'est de la moyenne tension, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est un point de livraison électrique directement lié avec un poste source Enedis qui souvent se trouve sur la voirie parisienne, donc très souvent dans les zones inondables ou pas dans les zones inondables, mais c'est des postes sources qui sont très vulnérables au risque d'inondation. On le sait pertinemment. La carte de fragilité électrique d'Enedis commence à être bien connue. C'est vulnérable et il vaut mieux s'en affranchir.